Comment les Romains ont-ils perçu le monde en mutation après la soi-disant chute de l'Empire romain en 476 après J.C. Et par là, je veux dire la chute de l'Empire romain d'Occident, car l'autre moitié a en réalité survécu 1000 ans de plus. Comment les Romains ont-ils perçu la période de la fin du 5e siècle jusqu'au début du 7e siècle environ? Que pensaient les Romains et les autres nations de l'Empire romain? Était-ce pour eux une période de déclin et de destruction? Pensaient-ils que leur empire était tombé? Ou peut-être pensaient-ils complètement différemment de la façon dont nous voyons cette époque? Et si je vous disais que les Romains vivant en 476 après J.C. en Italie n'avaient aucune idée que leur empire était supposément tombé, cela peut sembler surprenant de prime abord. Mais si vous pouviez voyager dans le temps jusqu'en 476 après J. et demander à des personnes au hasard à Rome cette année-là si elles pensaient que leur empire venait de tomber, elles penseraient que vous êtes fous. Certes, une sorte de guerre civile se déroulait dans le nord de l'Italie, où, une fois de plus, un usurpateur avait été déposé par un autre, comme cela s'était produit tant de fois auparavant. Mais pourquoi cela devrait-il être une chute? Oh, parce que l'usurpateur déposé était un jeune Romain de 16 ans, et l'usurpateur était d'origine barbare, un homme appelé Odoacer. Mais pourquoi cela devrait-il être différent de toutes les autres fois où cela s'est produit auparavant? Quand Ricimer, le célèbre général barbare, avait violemment déposé tant d'empereurs auparavant, en quoi était-ce différent? L'Empire romain était-il également tombé à cette époque? En fait, de nombreux sénateurs romains ont même soutenu Odoacer, car ils le voyaient comme un leader militaire fort. À cette époque, l'épine dorsale principale de l'armée romaine occidentale était de toute façon constituée de foederati, des soldats mercenaires germaniques au service de Rome. Et donc, plus souvent qu'autrement, les généraux de l'armée étaient également d'origine germanique. Les sénateurs à Rome pensaient qu'Odoacer était un homme plus capable de défendre l'Italie des incursions barbares que le jeune empereur impuissant Romulus Augustus. Mais une chute? Absolument pas. En fait, beaucoup ont vu cela comme un pas dans la bonne direction. Pourquoi avoir un empereur impuissant alors que le véritable pouvoir était de toute façon détenu par un général germanique? Et en effet, Odoacer a régné sur l'Italie en tant que vice-roi de l'empereur à Constantinople. Des pièces ont même été frappées à Rome et à Ravenne au nom de l'empereur romain Dorian Zénon. Tous les bâtiments romains, infrastructures, institutions ont continué sans changement comme si rien ne s'était passé. Une chute? On ne trouvait aucun sentiment de chute en Italie. Plus tard, en 489, une nouvelle tribu germanique est arrivée en Italie, prenant le pouvoir, à savoir les Ostrogoths. Leur roi Théodoric est devenu le nouveau souverain de l'Italie en 493. Alors, était-ce maintenant la chute de Rome? Eh bien, en fait, ce nouveau germanique sur le trône était plutôt bien aimé de toute la population romaine. Voici ce que pensait l'évêque Enodius de Ticinum, une ville qui s'appelle aujourd'hui Pavie, par exemple, du nouveau dirigeant de l'Italie. Il a écrit que Théodoric a lavé la saleté de la majeure partie de l'Italie, laissant Rome telle qu'elle est sortie des cendres, vivante à nouveau. Il a également écrit que les victoires militaires de Théodoric signifiaient que, je cite, « l'Empire romain est revenu à sa frontière d'origine », fin de citation, et a rendu, je cite, « la culture de nos ancêtres », fin de citation, aux Romains qui vivaient dans les régions qu'il avait reconquises. Enodius est même allé jusqu'à prétendre que la renaissance de la renommée romaine a fait de Théodoric un rival d'Alexandre le Grand, car il avait déclenché un âge d'or romain. Notez qu'Enodius de Pavie était un véritable Romain appelé Magnus Felix Enodius, et ses vues n'étaient pas sans raison. Théodoric a fait réparer de nombreux bâtiments, par exemple l'aqueduc de Ravenne. Il a également fait réparer de nombreux bains et amphithéâtres dans quelques villes, et à Rome, plusieurs bâtiments ont été réparés et protégés par des lois strictes pour la protection des bâtiments sous son règne. En 520 après Jésus-Christ, un Romain pouvait encore aller au bain de la même manière que des centaines d'années auparavant. Un aristocrate romain possédait encore de vastes domaines fonciers.
des villas romaines à la campagne, et le mode de vie romain en ses jours en Italie était encore et toujours romain. En fait, Théodoric a eu tellement de succès que pendant la majeure partie de son règne, les habitants de Rome l'ont même appelé empereur, et il était en effet empereur en tout, sauf en nom, même s'il n'a jamais officiellement pris ce titre, restant toujours nominalement en rang inférieur à l'empereur de Constantinople et régnant officiellement sur l'Italie à sa place. En réalité, bien sûr, il détenait un contrôle total, mais il acceptait les lois romaines et les institutions telles qu'elles existaient depuis de nombreux siècles. Vers 520 après Jésus-Christ, il semblait même que l'Empire romain d'Occident allait être ressuscité sous la forme d'une sorte d'empire romano-gothique. Théodoric avait réussi à régner également sur le royaume wisigothique et avait réussi à établir une hégémonie sur le royaume vandale également. Malheureusement, cela n'a pas duré. Mais nous pouvons imaginer que cela a dû être une sensation assez puissante pour les Romains de cette époque, une sensation de résurgence comme si l'Empire romain revenait à la vie à l'ouest. La vie dans les années 520 après Jésus-Christ semblait beaucoup mieux qu'à l'époque des empereurs occidentaux du vieux siècle après Jésus-Christ, avec des guerres civiles constantes et des invasions barbares constantes. Nous pourrions en fait appeler les 60 années de 476 après Jésus-Christ à 536 après Jésus-Christ une sorte de bref âge d'or pendant lequel il semblait que l'Italie entrerait dans un nouvel âge d'or. Mais malheureusement, cela ne devait pas durer. Oui, nominalement, Théodoric était un subordonné de l'empereur à Constantinople, mais en réalité, il régnait sur l'Italie de manière indépendante. Et puis, dans les dernières années de sa vie, malheureusement, il est devenu de plus en plus paranoïaque et est ainsi devenu tyrannique avec son vieil âge. 2 hommes d'État romains, Symaque et Boès, ont été condamnés à mort pour des accusations de complot. Cela a conduit à une réaction d'indignation à Constantinople, ce qui est compréhensible car ces 2 hommes étaient membres d'illustres familles romaines. Boès était des Anici, une ancienne famille aristocratique influente, peut-être connue de l'éphémère empereur romain Olybrius, qui avait lui-même été membre de cette famille. Quintus Aurelius Symmachus était des Symmachi, l'une des familles sénatoriales les plus riches et les plus influentes de Rome. Et ces familles avaient beaucoup de membres à Constantinople. Ainsi, l'humeur a commencé à changer à l'Est. C'est à cette époque que la chute de Rome en 476 après JAC a été inventée. Vers l'époque de l'exécution de Boëtius et Symmachus, donc dans les années 510 à 520 après JAC, Marcellinus Comus, un écrivain romain oriental, avait écrit une œuvre historique appelée Chronique, dans laquelle il écrivait qu'Odoacer, le roi des Goths, comme il l'appelait, avait fait périr l'Empire romain en 476 après JAC. C'est d'autant plus drôle parce que Odoacer n'était en réalité pas un gosse. Et il ne devrait pas être surprenant que Marcellinus Comus travaillait déjà à cette époque comme aide de l'empereur futur Justinien, qui était déjà à cette époque devenu très influent dans la politique romaine orientale. Malheureusement, les dernières années du règne de Théodoric, devenant plus paranoïaque et tyrannique, ont encore alimenté la propagande romaine orientale, et ainsi l'Empire romain d'Orient a attaqué le royaume ostrogothique en 536 après J. JC. Procopius de Césarée a proclamé dans son œuvre La guerre gothique que Rome avait été libérée des barbares après 60 ans et était maintenant à nouveau sous contrôle romain. Malheureusement, une guerre qui aurait dû se terminer rapidement s'est prolongée pendant presque 30 années supplémentaires jusqu'au début des années 560 après JC. Des villes entières ont été dépeuplées et détruites, des millions de personnes tuées par la famine, la guerre et la peste, et l'Italie, après ces décennies de guerre, était effectivement devenue l'ombre d'elle-même, un désert dépeuplé. Même si la carte de l'année 565 semblait belle sur papier, avec de nombreuses parties de l'ancien empire romain d'Occident, à nouveau sous le règne d'un empereur à Constantinople. Les Romains d'Italie, cependant, étaient pas d'humeur à célébrer. Il n'y avait pas d'éloge pour cette grande victoire romaine venant des Romains italiens, qui avaient vu leur ville détruite, leur infrastructure commençant vraiment à tomber en décadence,
leurs anciennes et illustres institutions renversées. Cependant, l'humeur à Constantinople, d'autre part, et à l'Est en général, était bien sûr excellente. La peste diminuait lentement. La guerre avait été gagnée et l'Empire romain était restauré dans de nombreuses parties de l'Ouest. L'Est a massivement profité de la dévastation de l'Ouest, car de nombreux Romains là-bas, compréhensiblement, s'étaient enfuis vers l'Est. Donc, d'un point de vue oriental, loin des guerres à l'Ouest, il semblait en effet que l'Empire romain se relevait. Mais dans d'autres parties de l'ancien Empire romain occidental, l'ambiance était également excellente. Nous ne devons pas oublier que l'Afrique vandale avait été libérée de la domination vandale en 534 et que le sud de l'Espagne avait été de nouveau placé sous la domination romaine en 552. L'ambiance en Afrique romaine nouvellement restaurée était bien sûr excellente, puisque les chrétiens nicéens y avaient été longtemps réprimés par les vandales ariens, et ils ont maintenant pu pratiquer librement leur religion après que le royaume vandale a été reconquis par les Romains. Ainsi, bien sûr, il y avait un grand sentiment de renouveau et d'optimisme pour l'Empire romain dans ces régions, comme c'était le cas en Spagna, la province nouvellement établie du sud de l'Hispanie, qui avait été conquise par les Wisigoths dans les années 460 après J.C., et ensuite reconquise par l'Empire romain en 552. Les Wisigoths voyaient ces gens comme des Romains et non pas comme des Byzantins ou des Romains de l'Est. La preuve est multiple. Pour commencer, les autochtones de Spagna parlaient encore latin à cette époque, comme le montrent les inscriptions de cette période. Mais il y a aussi un texte intéressant d'une chronique franque qui a été écrite vers 650 après J.C., appelée la Chronique de Frédegard. Il y a un passage fascinant qui détaille comment les Wisigoths ont reconquis la province de Spagna sous le règne du roi Sisebut dans les années 610. Citation : « Le roi Sisbodus a pris de nombreuses villes de l'Empire romain le long de la côte, les détruisant et les réduisant en décombres. » Fin de citation. Notez que le texte a écrit Empire romain. Pas Empire romain d'Orient, pas Empire byzantin, pas grec, mais Empire romain. Donc, non seulement pour les Romains en Italie ou pour les Romains à l'Est, l'Empire romain était toujours l'Empire romain, mais aussi pour les autres nations. Mais même des villes en dehors de ce que nous considérerions comme les limites de l'Empire romain se considéraient également comme faisant partie de l'Empire romain, par exemple à Olbia, qui se trouve dans le sud de la France d'aujourd'hui, une ville qui avait été fondée par les Grecs en 350 avant J.C. et qui pendant de nombreux siècles avait fait partie de l'Empire romain. Les archéologues ont trouvé une pierre avec une inscription qui date de l'époque de l'empereur Héraclius, donc de 610 à 641 après J.C. Et ce qui est sauf fascinant, c'est que cette inscription dit que la ville se considérait comme faisant partie de l'Empire romain à cette époque, et ils voyaient Héraclius comme leur empereur, et cela à une époque où les historiens modernes, à mon avis, utilisa déjà beaucoup trop souvent et injustement le terme byzantin, mais les habitants d'Olbia se considéraient comme des Romains, comme le vérifie l'inscription dédiée à leur empereur Héraclius. C'est encore plus fascinant car Olbia se situe en dehors des limites de nombreuses cartes qui montrent l'Empire romain après les reconquêtes de Justinien, supposément à son apogée. Donc ces cartes sont partiellement erronées. En réalité, nous ne savons souvent pas exactement où se trouvaient là les frontières, donc les cartes de l'Antiquité devraient toujours être prises avec des pincettes. Dans tous les cas, nous pouvons clairement voir que non seulement pour les Romains, mais aussi pour les Francs ou les Wisigoths, l'Empire romain des années 500 à 600 après J.C. était toujours très semblable à l'Empire romain de, disons, 450 après J.C. Alors, qui sommes-nous pour dire que ce n'était pas le cas ? Qui sommes-nous pour dire que les Romains vivant en Spagna en 600 après J.C. ou J.C. n'étaient ni plus des Romains simplement parce que cela ne correspond pas à une narration historique simplifiée, ni les Romains de l'époque ne pensaient que leur empire était tombé, ni les autres ne le pensaient. En fait, beaucoup voyaient cela comme une période de résurgence et un grand retour de l'Empire romain, sauf peut-être les pauvres gens en Italie qui avaient effectivement été assez dévastés
Par la longue et brutale guerre gothique, cependant, dans de nombreuses autres parties, il semblait vraiment que l'Empire romain avait fait un grand retour, malheureusement. Comme nous le savons avec le recul, cela ne resterait pas ainsi. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude. Et j'aimerais particulièrement remercier notre nouveau supporter Sol Invictus, Nat7. Merci beaucoup Nat7 pour votre soutien si généreux à Majorianus. Je crois que Majorian lui-même en serait fier. Et j'aimerais surtout remercier notre membre Sol Invictus, Cesarchis, qui a réellement visité Olbia et m'a parlé de la fascinante découverte de la pierre trouvée là-bas, dédiée à l'empereur Héraclius. Et évidemment, merci à tous ceux qui soutiennent Majorianus. Vous êtes incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur la fascinante province romaine oubliée de Spagna, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la dévastation totale causée par les guerres gothiques, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore à tous les amis de l'histoire romaine. Grazie Stibiago et bene valete.